Yokoya est un loser solitaire qui regrette les seins de sa maman qui est partie chercher du lait. Mais sa vie change pour le mieux lorsqu'une femme de ménage assassin joueuse lui demande de l'employer et d'être son maître. C'était un jour normal pour Yokoya, qui traînait, dormant jusqu'à midi. Mais soudain, quelqu'un a sonné à sa porte, le forçant à se lever. Quand il va à la porte, sur la caméra, il voit une femme de ménage qui ressemble à une Violet Evergarden Emo, lui demandant de l'employer comme sa femme de ménage. Après que Yokoya l'ait laissé entrer, il lui permet de s'asseoir sur son canapé, lui offre un verre, et commence à penser que soit elle est ici pour vendre ses reins, soit pour lui vendre de la poudre blanche joyeuse. Il lui demande ses expériences précédentes en tant que femme de ménage, mais à la place, elle lui dit que elle a travaillé comme assassin auparavant, ciblant les personnes qui se rebellaient contre son maître, le même maître qu'il a envoyé ici. Yokoya pense qu'elle plaisante, mais après s'être rendu compte qu'elle ne rigole pas, Yokoya devient nerveux. Il lui demande des informations sur son patron et sa relation avec sa famille, et elle commence à expliquer comment. Son patron avait autrefois un poisson rouge qui a eu un bébé qui s'est transformé en chien cherchant Nemo, et ce type était l'ami de la mère de Yokoya. Yokoya lui tape la main par frustration mais se rend vite compte qu'il a fait une erreur. Ce qui pourrait l'énerver, alors il change de sujet et lui demande sa méthode spéciale pour assassiner des gens. Puis, elle sort ses couteaux, fait un salto arrière, chauffe les couteaux avec précision sur l'arbre, et montre sa spécialité, qui est le lancer de couteau. Elle sourit fièrement et explique que le lancer de couteau est juste une de ses nombreuses capacités en tant qu'assassin. Mais malgré ses incroyables talents, Yokoya lui dit qu'il ne peut pas employer la version féminine de John Wick comme sa servante. Bien que cela la contrarie, elle comprend sa décision. S'excuse d'avoir pris son temps précieux et s'en va. Alors qu'elle passe la porte, Yokoya tomba genoux, incrédule face à ce qui vient de se passer. Mais quand il regarde en bas, il trouve quelque chose. Pendant ce temps, la servante marche seule sans but. Elle peut faire elle-même ce qu'elle doit faire ensuite. Elle se retourne, s'attendant à ce que Yokoya la poursuive. Mais elle est déçue de ne voir personne là. Cependant, juste au moment où elle traverse la voie ferrée, Yokoya crie après elle, avec une cloche à la main, en disant qu'elle l'a laissée derrière. Quand la servante se retourne, Truck-kun est sur le point d'envoyer Yokoya dans un isekai. Mais elle s'envole en colère et sauve Yokoya de sa mort. Contrairement à avant, la servante a l'air adorable avec des joues rouges sur ses joues et Yokoya la remercie de l'avoir sauvée. Elle s'excuse de l'avoir sauvée, en disant qu'elle n'a jamais sauvé de gens auparavant et que son cœur bat vite. Yokoya lui tend la cloche, et elle le remercie de l'avoir rendue avant de partir à nouveau. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Yokoya change d'avis et lui dit qu'il a besoin de son aide pour le nettoyage. De retour chez lui, Yokoya est choqué de voir tous les couteaux qu'elle a en déballant ses affaires. Pendant que la servante parle de la façon dont ses couteaux auraient pu arrêter le grondement, Yokoya l'arrête et lui dit qu'il a besoin qu'elle nettoie ses déchets. Pas de nettoyer les rues des 304 avec des problèmes de père. Cependant, elle n'a que des cadavres à l'esprit, et Yokoya fait de son mieux pour expliquer que c'est un autre type de nettoyage et qu'il a besoin d'une femme de ménage. Elle lui demande s'il va vraiment l'embaucher tant qu'elle fait ses corvées, et il accepte. Plus tard, Yokoya revient dans un désordre avec elle mouillée, tenant une serpillière cassée et un seau sur la tête. Elle commence à s'excuser abondamment et glisse soudainement sur le sol mouillé. Mais se reprend rapidement pour atterrir comme Spider-Man, tout en se prenant le seau sur la tête. Après ce qu'il a vu, Yokoya lui demande si elle est vraiment maladroite, et elle s'excuse pour ses erreurs tout en se sentant honteuse. Yokoya lui enlève le seau de la tête, lui donne une serviette, et lui dit qu'elle peut commencer à apprendre dès maintenant avec lui à ses côtés. Il lui demande de continuer, et elle acquiesce timidement. Des heures plus tard, l'endroit est impeccablement propre, et Yokoya la félicite pour son dur travail, la rendant heureuse. Puis, Yokoya voit l'heure, réalise qu'il est temps de dîner, et lui demande si elle sait cuisiner. Elle baisse les yeux comme un pauvre chien, et Yokoya lui assure que c'est bon car il fera la cuisine pendant qu'elle prend un bain. Dans la baignoire, la servante pense à Yokoya tout en rougissant, se mouillant avec l'eau de l'intérieur. Pendant ce temps, Yokoya est dehors, pensant à voix haute, se sentant anxieux, et ne sachant pas quoi faire alors qu'une servante Emo s'amuse dans un bain à quelques mètres de lui. Il s'échauffe en pensant à la servante sortant en ne portant que des serviettes, mais elle sort en uniforme complet, décevant Yokoya. Puis, il commence le dîner, et tandis que Yokoya la prévient, la servante se sent confiante et commence à couper les choux comme s'il était des corps humains. Yokoya sort des ramen et du porc frit, et cela la laisse confuse sur ce qu'est le porc frit. Elle explique qu'elle a peut-être déjà mangé cela, mais elle n'a jamais été vraiment gourmande pour se soucier de ce qu'elle mange. La servante déclare que manger n'est qu'une nécessité pour survivre, et que les saveurs ne sont pas importantes. Mais Yokoya lui assure qu'une bouchée de porc frit la fera crier de plaisir et
produire des bruits heureux comme si elle était dans des guerres de nourriture. Yokoya est confiant dans ses portions de porc frit à prix réduit et les divise en 2 portions pour lui et la servante. Mais il réalise qu'il ne connaît pas son nom. La servante dit à Yokoya qu'elle n'a pas de nom et que son maître lui donne généralement un nom. Au début, il veut l'appeler Big Steve 9000, mais choisit de lui donner un nom plus tard après avoir eu de l'inspiration. Puis il commence à manger et après sa première bouchée de porc frit. Elle pense toujours qu'elle ne peut pas dire ce que c'est que de goûter quelque chose de savoureux, déclenchant sa mémoire d'un passé sombre. Mais cette fois, elle se sent chaude à l'intérieur et dit à Yokoya que sa viande est délicieuse. Elle dit à Yokoya que la nourriture et lui en tant que personne lui semble chaleureux. Mais il n'entend pas ce qu'elle dit et lui dit qu'il a préparé une chambre pour qu'elle reste. Yokoya lui dit qu'il a décoré la chambre magnifiquement juste pour elle. Et après avoir entendu cela, elle se souvient d'un passé encore plus sombre où elle baignait dans le sang. Mais contrairement à ces temps-là, elle souhaite que son nouveau maître la traite avec soin. Yokoya remarque que son porc n'a pas de sauce contrairement au sien. Alors il lui tend la sauce à mettre sur son porc. Et après qu'elle a pris une bouchée, elle ressent l'umami dans sa bouche, ce qui lui fait pousser des cris de joie pour la sauce tonkatsu toute puissante. Plus tard dans la nuit, Yokoya se réveille en pleurant après avoir fait un mauvais rêve. Mais ensuite, son estomac commence à grogner. Il descend pour manger quelque chose, mais soudain, une voix sort de sa cuisine. Il a peur en pensant que la femme de ménage prépare quelque chose. Et quand il regarde à l'intérieur, il voit la femme de ménage grignoter de la sauce tonkatsu. Ils restent tous les deux figés, mal à l'aise, avant qu'elle n'essaie de s'excuser d'être accro à la nouvelle sauce. Mais Yokoya lui dit que ce n'est pas grave et lui demande si elle a aussi faim. Ensuite, Yokoya sort un hot pot bien garni, et il commence à manger, ce qu'elle apprécie vraiment. La femme de ménage demande à Yokoya s'il fait des cauchemars, et après qu'il ait répondu, elle révèle qu'elle a entendu quelqu'un parler en dormant dans sa chambre. Elle pense qu'un assassin est entré dans sa chambre, alors elle entre avec des hochements de tête dans les mains. Mais au lieu d'un ennemi, elle voit Yokoya dormir avec des larmes dans les yeux. Yokoya se sent embarrassée, et elle déclare qu'il appelait sa mère dans son sommeil, ce qui l'embarrasse encore plus. Elle essaie de le remonter le moral, disant qu'elle a aussi eu un rêve où la sauce lui parlait, disant qu'elle pouvait lécher la sauce autant qu'elle le voulait car il la remplirait. Mais avant qu'elle ne commence à lécher, elle se réveille de son sommeil. Cependant, elle déclare que c'est la première fois qu'elle rêve de quelque chose autre que des assassinats, et que c'est la première fois qu'elle veut continuer un rêve. Contrairement à ses autres rêves, elle se sent bouleversée que Yokoya ait un cauchemar le même jour, et qu'elle ne puisse pas le réconforter. Yokoya avoue qu'il a ce rêve de sa maman le quittant pour un nouveau papa. Et qu'il commencera à pleurer s'il se réveille sans être sur les genoux de sa mère. Après avoir entendu cela, la servante lui offre ses genoux pour s'y allonger. Et quand Yokoya rejette son offre, elle devient triste, pensant qu'elle ne peut jamais réconforter les gens, seulement les tuer. Soudain, Yokoya s'allonge, brisant sa noirceur, et ils se sentent tous les deux réchauffés l'un par l'autre. Yokoya regarde son visage, réalisant qu'elle le regarde en retour sur lui, et il dort sur ses genoux chauds et dodus. Dans son esprit, elle se demande pourquoi son cœur battait si vite quand elle a sauvé Yokoya. Contrairement aux fois où elle a envoyé des gens à leur mort. Elle veut donc comprendre pourquoi son corps a agi si vite pour le sauver. Le lendemain matin, elle joue à Fruit Ninja sur les déchets avant de les mettre dans le sac. Et quand Yokoya lui demande pourquoi elle fait ça, elle explique que cela fait gagner de la place, ce qui impressionne Yokoya. Soudain, il trouve un chien abandonné devant la maison, et à côté se trouve une lettre d'un Duni fauché, qui a laissé le chien chez Yokoya, pensant qu'il est un homme riche qui s'occupera volontiers de lui. Malgré son objection, Yokoya veut l'adopter, afin de ne pas le laisser mourir d'abandon. Mais contrairement à son maître, la servante a une façon de penser différente. Elle déclare que le petit chien a ses propres instincts animaux, et le sauver par sympathie le rendrait moins capable de survivre aux difficultés. Transformant le chien en un petit -bas, elle demande à Yokoya s'il est prêt à prendre cette responsabilité, et il ne se soucie tout simplement pas de tout ce fromage, affirmant que tout comme lui sauvant le chien, elle ne l'a pas sauvé de sa mort par sympathie. Et que lorsque la vie d'une personne est en danger, son corps agirait de lui-même, cherchant à se sauver. Cela touche les sentiments de la servante d'entendre ce que Yokoya a dit, et il lui dit que, tout comme le chien, il sait ce que ça fait d'être abandonné. Puis il prend le chien à l'intérieur et s'y attache rapidement, mais contrairement à lui, la servante garde ses distances avec le chien comme s'il s'agissait d'une peste. Yokoya essaie de proposer à la servante de toucher le petit, mais elle se dérobe. Et après avoir vu sa réaction, Yokoya réalise qu'elle a peur des chiens. Elle commence à réfléchir avec honte à ce que Yokoya pense être mignon, mais elle l'informe qu'elle le toucherait de force si son maître lui ordonnait de le faire, ce à quoi Yokoya lui dit qu'il ne le fera pas. Il lui demande pourquoi elle a peur, et la servante explique que lors de l'une de ses missions d'assassinat, lors des entraînements,
Elle a été laissée dans une montagne remplie de chiens sauvages féroces de berserk. Yokoya comprend son traumatisme et trouve dommage qu'elle ne puisse pas aider à s'occuper du chien, mais après avoir entendu son maître l'appeler une honte, la servante se sent déçue d'elle-même. Avec toute sa poitrine et ses formes, la servante demande à tenir le chien, mais lors de sa première tentative, elle tient le chiot comme si elle tenait une arme nucléaire active, ce qui la fait frémir. Après que Yokoya lui demande quelle partie du chien l'effraie, elle pointe la griffe, les dents et les yeux diaboliques, mais Yokoya dit que contrairement à elle, il le voit comme un mochi, ce qui pour elle est un concept alien. Soudain, le chien mordit son doigt, la faisant commencer à trembler, presque en train de lancer le petit, le transformant en hot dog. Après s'être calmé, le chien grignote Yokoya. En voyant ce phénomène, Yokoya vérifie ses dents et réalise qu'il fait ses dents. Alors il l'emmène à l'hôpital pour animaux. Pendant que Yokoya emmène le chiot pour un examen, la domestique va faire des courses pour des fournitures pour chiens, impressionnant Yokoya et le chien par son attention. Ils emmènent le chien en promenade et après tout ce qu'elle a traversé, la domestique dit à Yokoya qu'elle n'a jamais rencontré un homme aussi doux que lui. Elle lui dit qu'à la différence de lui, ses anciens maîtres étaient froids et ne se souciaient que de l'achèvement du travail, ne tolérant aucun échec, contrairement à Yokoya, qui la traite avec douceur malgré ses nombreux échecs. Elle lui demande de la laisser rester dans ce monde qui est le sien, un monde différent du sien où tout est froid et la survie est le nom du jeu en assassinant des gens et en terminant un travail. La servante veut être comme le chien qui le rencontre dans un monde de chaleur et devient finalement quelqu'un que Yokoya désire. Après tout ce qu'elle dit, Yokoya lui dit que ce qu'elle veut, c'est cesser d'être une assassin et commencer à devenir une fille normale, quelque chose auquel elle n'avait jamais pensé auparavant. Envoyer des gens à leur mort était la seule chose qu'elle savait dans toute la vie, mais maintenant, avec son nouveau maître, elle se sent pleine d'espoir que elle peut en apprendre davantage sur lui et ce merveilleux nouveau monde. Yokoya confesse que, bien qu'au début il ait eu peur d'elle, maintenant il ne la voit que comme une bonne gamine. Entendre qu'on l'appelle une bonne gamine rappelle à la servante son passé, et à cause de cela, elle lui demande de l'aider à devenir une fille normale. Bien que Yokoya ne sache pas grand-chose sur les tampons et les serviettes, il lui dit qu'elle devrait commencer à apprendre à se sentir normale quand elle fait des erreurs, et ne pas se sentir trop pressée par cela. Le lendemain matin, le chien se réveille au son de son apprentissage pour couper du chou, et elle veut apprendre à faire des okonomiyaki pour pouvoir les accompagner avec une sauce qu'elle adore. Soudain, le chien se téléporte à sa jambe, la faisant paniquer. Ne croyant pas qu'un chien normal puisse s'approcher derrière elle, un assassin. L'estomac du chien gronde, et réalisant qu'il a faim, elle lui donne des croquettes. Pendant que le chien est occupé à dévorer la nourriture, elle essaie de le toucher, mais s'arrête lorsque Yokoya apparaît. Il commence à caresser le petit peluche, et après avoir touché son gros ventre, Yokoya décide de nommer le chien Mochi. Yokoya félicite la servante pour avoir nourri le chien et coupé le chou, lui donnant un tourne avant de louer son travail, ce qui rince la servante. Sur sa jambe, Mochi commence à se frotter et demande à jouer. Mais Yokoya ne peut pas jouer car il doit préparer le dîner. Cependant, la servante lui dit qu'elle s'en occupera, affirmant qu'elle veut être une fille normale, qui peut croire en ce qu'il a dit. Lorsque Yokoya dit que le chien est une source de plaisir, Yokoya utilise ses manières de papa et lui dit qu'il croit en elle aussi, ployant ses 10 plis et enflammant sa passion. Avec une confiance totale en son maître, la servante commence à toucher le chien, et à chaque caresse, elle commence à se rapprocher de lui donnant de puissants gratouilles au ventre et touchant sa patte. Maintenant, elle comprend que, tout comme Yokoya, qui a peur d'elle au début, elle apprend à faire confiance au petit chien, tout comme Yokoya apprend à lui faire confiance. Au dîner, elle commence à se régaler après avoir mangé l'okonomiyaki bien saucé, et quand Yokoya lui propose une seconde portion, elle essaie de refuser alors que son langage corporel montre qu'elle est excitée par son plat crémeux et savoureux. Yokoya lui assure que si elle a une demande, elle n'a qu'à lui demander. Et voyant cette opportunité, elle lui demande de lui donner un nom. Yokoya commence à réfléchir et lui demande sa date de naissance, et bien qu'elle ne sache pas la date exacte, elle sait que c'était pendant l'hiver. Yokoya a une idée et l'appelle Yuki, tiré de la neige. Cela lui rappelle son ancien patron, qui l'appelle froide, mais contrairement à lui, Yokoya aime la neige parce qu'elle est belle. Rappelant à Yuki son passé lorsqu'elle a fabriqué un bonhomme de neige, Yokoya raconte une théorie risquée selon laquelle la neige est aussi chaude lorsqu'elle couvre un champ, protégeant les graines du froid pour qu'elles finissent par fleurir en de belles fleurs grâce à la protection de la neige. Après avoir entendu ces bavardages et vu le visage pâle de Yokoya, cela amène Yuki à se demander pourquoi tout dans sa vie devient plus chaud et beau quand elle est à ses côtés. Elle se rend compte que tant qu'elle reste dans son monde, elle comprendra un jour ce que c'est d'être normale.
Avec son effet raisonnable, Yuki remercie Yokoya de l'avoir nommé, et elle commence à sourire de manière glitchée, et ça rend Yokoya heureux de la voir sourire normalement. Quelques jours plus tard, alors que Yuki joue avec des mochi, Yokoya apparaît et lui demande un service. Elle demande de quoi il s'agit, et il révèle qu'il veut se faire percer l'oreille. Et il veut que Yuki, qui a déjà son oreille percée, l'aide à se faire un trou dans l'oreille. Elle accepte sa demande, mais après avoir placé la lame près de son oreille, elle recule, et commence à hésiter, terrifiée à l'idée de faire un trou dans son propre maître. Soudain, la cloche sonne, et lorsque Yuki ouvre la porte, elle trouve une fille, qui cherche son frère, qui est confus à la vue de Yuki et Yuki réalise que c'est la petite sœur de Yokoya, Riko. Après être entrée, Riko n'arrive pas à croire que son frère, un loser insignifiant, arrive à avoir une bonne à tout faire comme Yuki, et lui demande pourquoi il ne lui a jamais dit. Cela lors de leurs rencontres familiales habituelles. Il essaie d'expliquer que leur mère paniquerait probablement, et que leur père lui a donné son accord pour engager une bonne, bien qu'il ne sache pas à quel point elle est espiègle. Mais Riko ne prend toujours pas son excuse pour lui avoir menti. Yuki leur demande pourquoi ils vivent séparément, mais au lieu de répondre, Riko commence des cris, ce qui confond Yuki sur le fait que cette fille est si étrange. Riko dit à Yuki qu'elle est si belle, et Yokoya explique que Riko aime les gens beaux tout en détestant les gars moches comme vous. Spectateur, d'où le fait qu'il ne veut pas lui parler de tout ça. Riko commence à faire la moue tout en maltraitant son frère, mais après s'être calmée, elle découvre que Yuki a été nommé par son maître Yokoya, ce qui confond Riko. Juste à ce moment-là, Yuki commence à parler de comment elle était autrefois une assassin sans nom avant que Yokoya ne lui donne un nom, ce qui provoque un dysfonctionnement chez Riko. Cependant, elle change rapidement d'avis en pensant que c'est génial, et lui demande de signer son carnet, ce que Yuki signe avec plaisir, mais après que Yuki finit de signer sa signature, ça ressemble à des vers dérangés. Yuki se défend, disant qu'elle peut parler 12 langues car elle a beaucoup voyagé en tant qu'assassin, mais elle n'a jamais étudié la calligraphie, et Riko a une idée. Elle veut que Yuki soit son projet de recherche d'été, et bien que Yokoya s'oppose. Riko convainc Yuki, disant qu'elle est celle dont elle a besoin. Elle demande à Yuki de montrer son côté assassin, et malgré les raisonnements de son frère, elle lui assure qu'elle va inverser l'histoire. Et faire d'une servante quelqu'un qui ressemble à un assassin à la place. Ensuite, ils vont dans le jardin, mettent une pomme sur la tête de Riko, et Yuki lance une lame parfaitement vers la pomme, faillit donner une attaque à Yokoya. Riko demande à Yuki combien de couteaux elle a et où elle les met, et Yuki répond qu'elle en a 5. Cependant, alors qu'elle s'apprête à montrer le couteau sous ses vêtements, Yokoya l'arrête, nous mettant en colère, nous les spectateurs, qui voulons voir le snoo-snoo céleste. Plus tard, tandis que Riko pose à Yuki d'autres de ces questions absurdes, son estomac gronde, signalant qu'elle a besoin de nourriture. Mais elle demande à Yuki si elle a un plat spécial, et Yuki dit qu'elle en a un. Elle commence donc à couper des choux, impressionnant Riko avec ses compétences. Et les sert simplement dans une assiette sans rien d'autre. Ce que Riko loue en disant que Poppy adorerait ça. Cependant, ils vont chez McDonald's pour un encas, et, là, ils voient une affiche pour un festival de feux d'artifice. Yokoya dit à Yuki que le festival vend des senbei épicés, et elle commence à baver et à saliver en entendant cela, alors ils décident d'aller au festival. Après leur arrivée, Riko tire Yuki vers un stand de tir. Et pendant que Riko est nulle à cela, Yuki prend le pistolet comme si elle était chez elle. Mais elle rate aussi, et elle avoue qu'elle est nulle au tir. Au jeu de la pêche au poisson rouge, Yuki utilise son Sharingan et attrape beaucoup de poissons, et quand Riko lui demande son secret, Yuki lui enseigne patiemment comment faire. Et le vendeur la félicite d'être une bonne sœur. Ensuite, ils achètent les senbei épicés qui enthousiasment Yuki, et après qu'elle en ait pris une morsure, elle manque de se noyer de plaisir. Elle commence à les manger rapidement, montrant combien elle les apprécie. Le vendeur lui en donne d'autres gratuitement, ce qui la fait surréagir. Riko va acheter des boissons, et lorsque Yokoya veut elle empêcher, Riko assure à son frère qu'elle va bien. Pendant qu'ils attendent le retour de Riko, Yokoya interroge Yuki sur ses précédentes expériences de festival, et elle lui raconte qu'au lieu de s'amuser, elle a dû, une fois, effectuer une mission lors d'un festival où elle a poignardé un homme dans le dos avec un couteau pendant qu'ils regardaient tous les deux le feu d'artifice. Yokoya est sous le choc, et avant qu'ils ne disent quoi que ce soit, les feux d'artifice commencent et Yuki est émerveillé par les feux d'artifice et leur beauté. Riko revient avec des boissons, disant que les festivals d'été sont les meilleurs. Et avec un sourire sur son visage, Yuki acquiesce. Yokoya se replie en la voyant, et fait accidentellement éclater ses boissons. Puis, sur le chemin du retour, Riko gronde Yuki pour avoir mangé trop de sauce, la prévenant qu'elle pourrait devenir la prochaine Nikocado Avocado. Soudain, quelqu'un crie qu'il y a un vol, et de derrière,
Motorbike-kun manque de faire tomber Riko. Mais Yuki réussit à la sauver à temps. Cependant, Riko commence à s'exciter après que Yuki l'ait sauvée comme une princesse, mais Yokoya n'est pas content de voir que leur sauce est maintenant renversée, déclarant que le voleur devrait rencontrer Ace en enfer immédiatement. Yuki prend les paroles de son maître au pied de la lettre et se transforme en Anbu pour poursuivre la moto. Excité, Riko veut la suivre pour pouvoir voir le cerveau du voleur se faire éjecter de sa tête. Ils suivent Yuki qui court sur les toits comme Spider-Man, les laissant lentement derrière, mais Riko trouve un raccourci, et il l'emprunte. Après avoir trouvé le voleur, Yuki lui lance majestueusement ses noeuds, touchant ses pneus, mais alors qu'elle s'approche du voleur avec une intention malveillante, Yokoya crie pour qu'elle s'arrête. Cependant, Yuki lui donne un coup de casque en punition et dit qu'elle a encore faim. Yokoya répond avec joie qu'il devrait acheter plus de sauce et partir. En partant, il laisse le voleur traumatisé, et il veut maintenant aller en prison de son plein gré. Après avoir acheté de la nourriture, ils rentrent chez eux et Riko est excité de montrer à sa classe son projet d'été, ce qui laisse perplexe Yuki sur ce qu'est l'école. Riko commence à lui raconter à quel point les écoles sont incroyables, en disant que c'est un endroit formidable. Ce que vous, spectateurs, savez être une arnaque, mais elle reçoit soudainement un message de sa mère qui a préparé un ragoût de bœuf pour elle. Riko se précipite pour rentrer chez elle, mais malgré sa précipitation, Yuki le voit comme quelque chose de normal, et après ce que Riko lui dit, elle dit à Yokoya qu'elle veut aller à l'école. Le lendemain matin, Yokoya va à l'école, se demandant si Yuki ira bien dans sa nouvelle école. Ses amis apparaissent en lui parlant d'une rumeur concernant un plafond épais fabriqué en ville, ce qui le fait cracher son lait. Yokoya essaie de faire l'innocent, disant qu'il ne sait pas de quoi il parle. Mais tout à coup, le professeur présente un nouvel élève, et Yuki entre dans toute sa gloire en tant que nouvel élève, ce qui fait court-circuiter Yokoya. Elle se présente comme étant Yuki, la cousine de Yokoya, mais lorsqu'elle s'assoit devant lui, elle l'appelle maître, ce qui choque tout le monde. Après l'école, Riko apparaît, lui demandant comment se passe l'école, et tout en ayant un air impassible. Yokoya réalise qu'elle est derrière tout ça, ce qui pousse Riko à célébrer le succès de son opération. Sur le chemin du retour, Riko regarde Yuki, disant qu'avant que Yuki ne rejoigne l'école, elle avait pu apprendre tout ce qui devait être appris sur l'école en 3 jours. Yokoya demande alors comment il se fait que Yuki, sa cousine si pratique, se retrouve dans sa classe à la même école, mais ils choisissent de lui cacher cela. Ils répondent que Yuki a une connexion grâce à son travail d'assassin qu'il a inscrite ici dans la même classe que lui, et Riko a suggéré qu'elle devrait être sa cousine, afin qu'il soit plus facile d'expliquer leurs interactions à l'avenir. Cependant, c'était l'idée de Riko de garder cela secret, pour qu'elle puisse voir la réaction de Yokoya par la suite. Yokoya se frappe la tête, mais après avoir vu cela, Yuki devient inquiète, demandant si elle est en faute. Yokoya change de ton et dit à Yuki qu'il ne s'en soucie pas et espère qu'ils pourront tous les deux profiter de leur vie scolaire. Le lendemain, les étudiants sortent en courant de la classe, désireux de manger du pain katsudon, et cela intéresse Yuki. Yokoya lui demande ce qu'elle veut pour le déjeuner, et elle répond du pain katsudon. Il explique que le pain katsudon est plus rare que le One Piece, et qu'elle doit être rapide pendant l'heure du déjeuner pour en obtenir. Il lui dessine un tableau, montrant que leur salle de classe est la plus éloignée de la cafétéria. Et tandis que Yokoya se sent pessimiste, Yuki se sent motivée et lui dit que si Escobar peut obtenir le pain, alors elle peut aussi l'obtenir. Avec une conviction totale, elle saute par la fenêtre et va sur le toit, et malgré la tentative de Yokoya de l'arrêter, elle court sur la rambarde comme une ninja. Ici, Yokoya réalise qu'il ne peut s'arrêter après avoir vu ses yeux ressembler à ceux d'une fille regardant de la nourriture, estimant que lorsque des sauces sont impliquées, même Aizen ou Thanos ne peuvent arrêter Yuki. Yokoya baisse les yeux et voit les cagoules transpirantes obsédées par le pain katsudon courir vers la cafétéria, et il craint que Yuki ne tombe devant eux, exposant son secret. Mais juste au moment où Yuki est sur le point de sauter, elle se retourne et se lance directement pour atterrir devant la cafétéria, et là, elle achète un pain et un sandwich. Cependant, elle informe Yokoya que le magasin ne lui permet d'en acheter qu'un seul en raison de la quantité limitée vendue. Il sort un autre sandwich et lui dit qu'il peut juste manger ça. Yuki se sent partagé et dit à Yokoya qu'il devrait prendre le pain katsudon. Mais il lui assure qu'elle devrait l'avoir, en disant qu'elle l'a mérité. Après la première bouchée, Yuki commence à pousser des cris de joie, mais malgré sa joie, elle coupe le sandwich et lui en donne, partageant sa joie. Cette nuit-là, Riko annonce qu'elle reste dormir, et bien que Yokoya n'aime pas l'idée, Riko le met au défi pour le privilège de pouvoir vivre avec Yuki et l'applaudir chaque nuit. Elle ajoute qu'elle a toujours voulu une sœur avec qui elle pourrait parler de garçons autant. Elle l'a même imaginée comme sa sœur à l'apparence applaudie. Maintenant, Riko a une excellente idée, que Yokoya épouse Yuki.
Son rêve va se réaliser, surtout que Riko pense que Yuki l'aime. Cependant, Yokoya lui dit que Yuki ne ressent pas de romance, et que quelques jours auparavant, quand elle lui a fait du pain gamon, elle n'a montré aucune réaction. Bien que Riko soit toujours convaincue, elle pense que, tandis que leur mère serait d'accord, leur père ne le serait pas. Yuki apparaît, demandant qu'ils se marient, les surprenant tous les deux par sa présence. Riko dit la vérité et lui demande si elle aime Yokoya, et elle leur dit qu'elle l'admire, ce qui provoque un dysfonctionnement chez Yokoya. Plus tard, elles traînent ensemble, et Riko lui demande si elle porte du maquillage, affirmant que son visage naturel ferait honte aux Kardashians. Yuki lui dit que ce n'est pas vrai, et tandis que Riko lui dit que son visage est le rêve de beaucoup de filles, Yuki rétorque que son apparence ne lui a jamais apporté d'avantage dans son ancien travail. Riko pense que, contrairement à Yuki, elle n'a pas un joli visage. Mais Yuki la relève en disant qu'elle aime l'apparence de Riko, et Riko se sent heureuse. Car personne ne lui a jamais dit cela à part ses parents. Elle demande si elle peut être aussi jolie qu'elle, et Yuki lui dit que depuis qu'elle a commencé à manger de la sauce tonkatsu, sa peau est plus claire chaque jour. Alors elle offre à Riko un peu de son melon glacé au tonkatsu. Ce qui, au début, déconcerte Riko, mais qu'elle finit par apprécier. Voyant cette interaction, Yokoya pense qu'elles sont comme des sœurs. Et il attribue à Riko le fait que Yuki s'adapte si rapidement à la vie normale. Après avoir vu son air pensif, Riko le taquine, disant qu'il imaginait épouser Yuki pour pouvoir voir cette interaction tous les jours. Et tandis que Yokoya essaie de le nier, Riko lui demande s'il serait heureux de marier quelqu'un d'aussi mignon et espiègle que Yuki, ce à quoi Yokoya acquiesce, rendant Riko heureuse. Pendant ce temps, dans les buissons, un chat rôde. Le lendemain en classe, le professeur leur enseigne que Bob l'éponge est une meilleure série qu'Attaque des Titans. Il remarque Yokoya qui dort et lui lance une craie, mais Yuki coupe la craie sans que personne ne le voie et provoque chez Yokoya une cécité temporaire, ce que Yuki ne souhaitait pas. Ensuite, Yokoya se rend à l'infirmerie, où il rencontre une infirmière machiavélique, tout droit sortie de High School DxD, Nina, qui remplace l'ancienne infirmière. Après qu'il se soit plaint de ses yeux, elle lui dit de s'asseoir sur le lit. Mais Yokoya sent une aura étrange émanant d'elle. Nina commence à l'interroger sur Yuki, et lorsqu'il lui dit que Yuki est son cousin, Nina se met à rire, déclarant qu'il a l'air ridicule comparé à Yuki. En examinant ses yeux, elle complimente son beau visage, et, après qu'elle ait vu qu'il est en bonne santé, elle verrouille soudainement la porte. Nina se transforme en la doctoresse que chaque homme désire, le pousse au sol et rampe sur lui, le taquinant pour faire avancer l'intrigue, mais avant qu'elle ne dévore son hot dog. Yuki fait irruption et fixe Nina du regard. Yokoya rampe vers Yuki par peur du snoo-snoo, mais Nina dit que c'était une blague car Yokoya ressemble à un mignon hamster quand il voit ses plans. Malgré les tentatives de Nina pour ramener Yokoya, Yuki le tire en arrière et lui ordonne de ne plus jamais s'approcher de Nina. Soudain, Yokoya se souvient de ce que Riko a dit et pense que Yuki l'aime en fait et est jalouse. Nina en a assez et le renvoie, disant que la blessure n'est pas grave. Et Yuki recule lentement Yokoya hors de la pièce. Alors qu'elle éloigne Yokoya, Yuki s'excuse pour ses actions et dit qu'elle doit lui dire quelque chose, ce qui fait battre le cœur de Yokoya plus vite. Cependant, Yuki l'informe que Nina est aussi une assassin, ce qui le choque. Pendant ce temps, le chat s'approche de Nina, et grâce au chat, Nina reçoit des photos de la maison de Yokoya, que Nina prévoit de détruire. Nina a un rêve de pouvoir un jour vivre sa vie sur la plage avec différents types en sueur pour applaudir, mais avant de pouvoir réaliser ce rêve, elle doit assassiner à la fois Yokoya et Yuki. Pendant ce temps, Yuki a du mal à dormir car elle refuse de quitter son côté par crainte que Nina, dont ils ne savent toujours rien, puisse surgir et assassiner Yokoya et son précieux cornichon. Yokoya lui dit qu'il ne peut pas dormir comme ça. Alors, Yuki propose une idée et s'allonge à côté de lui, lui disant que ses cuisses peuvent l'aider à dormir en le serrant, ce dont chaque homme rêve. Yokoya dit à Yuki qu'il s'inquiète pour elle, et bien qu'elle devienne timide en entendant cela, elle lui dit qu'elle peut se défendre facilement dans son sommeil en utilisant un crayon comme John Wick. Yuki a une théorie selon laquelle Nina est quelqu'un qui a une rancune de son passé, mais elle assure Yokoya tout en lui tenant la main de manière possessive qu'elle le protégera. Lui, la personne qui lui montre ce que c'est que la chaleur humaine. Yokoya se sent chaud après toutes les mains tenues qu'ils ont faites et veut ouvrir la fenêtre. Mais Yuki l'arrête et l'ouvre elle-même, disant qu'il aurait pu se prendre un 360 no scope par la fenêtre s'il n'est pas prudent. Tout à coup, elle sent une délicieuse odeur de sauce katsuta et réalise que c'est un piège. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Nina est déjà à l'intérieur, prenant Yokoya en otage. Nita appelle alors Yuki par son vrai nom, Shu, la loup blanc des 9 descendants du dragon, et exprime sa déception envers Yuki pour s'être laissé duper si facilement.
Yuki sort son couteau, mais Nita la menace en disant que si elle essaie quelque chose stupide, Nita va jouer au ping-pong avec l'œil de Yokoya. Soudain, Yuki commence à jacasser en mandarin et menace Nita en disant qu'elle va la nourrir, elle et toute sa famille, au chien si elle touche à Yokoya, et cela fait peur à Nita. Elle dit à Yuki qu'elle l'attendra à l'école pour leur duel à mort tandis que Yokoya sera pris en otage. Après leur départ, Yuki se souvient de ce que son ancien maître lui a dit, que tout ce qu'elle est, c'est la femme John Wick sans happy end, et Yuki sort son couteau, déterminée à accepter qui elle est, et sauve Yokoya. Yuki prévoit de sauver Yokoya à tout prix et de quitter le pays ensuite, continuant sa vie en tant qu'assassin si cela signifie que Yokoya est en sécurité. Cependant, son cœur lui dit le contraire, car ce qu'elle veut vraiment, c'est continuer la vie chaleureuse que Yokoya lui a fournie. Pendant ce temps, à l'école, Nita attache Yokoya comme s'il était dans 50 nuances de grès. Mais après avoir vu sa réaction calme, elle demande à Yokoya s'il n'a pas peur et s'il déteste Yuki de l'avoir entraîné dans son désordre. Yokoya avoue que bien qu'il ait peur, il croit aussi en Yuki qui a promis de le protéger. Yokoya demande à Nita à propos de Shu, la personne dont elle a parlé, et cela surprend Nita qu'il ne sache rien à propos de Yuki malgré le fait d'avoir vécu avec elle. Nita l'informe que Shu est un monstre qui est considéré comme spécial dans son domaine, et venant des 9 dragons, surnommé le loup blanc. Elle est d'une famille d'espions sous stéroïdes. Nita ajoute que les 9 dragons sont un groupe d'assassins d'élite qui ont été impliqués tout au long de l'histoire, de JFK à François Ferdinand. Cependant, si Nita peut mettre fin à la vie de Shu, cela fera également exploser sa réputation, ce qu'elle vise. Yokoya ne croit pas ce que dit Nita, affirmant que la Yuki qu'il connaît est une fille précieuse avec de gros seins qui se fait souvent perdue dans la sauce et elle piaille dès qu'elle est contente. Nita révèle qu'elle n'arrive pas non plus à croire ce que le tout-puissant Shu est devenu sous la supervision de Yokoya, déclarant que lorsqu'ils ont parlé de mariage, cela énerve tellement Nita qu'elle a voulu envoyer un noob chez eux. Cependant, Nita pense aussi que Yokoya n'est pas normal d'être extrêmement calme dans cette situation, déclarant qu'il y a quelque chose de spécial chez lui, qu'il est capable de faire fondre le cœur sombre et froid de Yuki. Nita croit que plus on veut protéger, plus on devient faible. Donc, avec Yokoya impliqué, elle croit que elle peut enfin envoyer Yuki rejoindre Ace en enfer. Puis, Yuki apparaît, à la recherche de problèmes, et quand Nita lui tire dessus, elle découpe les balles comme si c'était rien. Cependant, Nita a préparé une mine terrestre sous Yuki et l'a fait exploser, croyant qu'elle a gagné. Juste à ce moment-là, Yuki surgit devant elle, faillit décapiter Nita. Mais Nita parvient à l'éviter. Après avoir vu Yokoya, Yuki le calme et promet qu'elle le sauvera. Cela agace Nita car elle réalise que Yuki ne la prend pas au sérieux et commence à parler du passé de Yuki et comme si cela était exposé, cela forcerait Yuki à quitter la paisible maison de Yokoya. Yuki dit à cette prétendue Catwoman de Walmart de fermer sa sale bouche, car tout ce qui préoccupe Yuki, c'est que Yokoya a école demain. Et qu'il a besoin de dormir avant le matin. Nita se fâche et demande à Yuki si elle ne peut pas parler d'autre chose que de Yokoya. Et pour aggraver les choses, Yuki commence à parler de Rico, Machi et de ses sauces préférées. Nita en a assez et révèle ses armes secrètes, qui sont toutes dirigées vers Yokoya. Le menaçant que s'il résiste, les armes tireront ses membres et ne feront de lui rien d'autre qu'un torse. Ayant assez, Yuki se précipite vers Nita, ce qui l'effraie d'abord, mais ensuite elle active ses pistolets pour tirer sur Yokoya. Cependant, en utilisant la force, Yuki lance son couteau vers le ciel, sort ses petites lames et les mange à Yokoya pour bloquer les balles. Alors que Yuki se rapproche, Nita essaie d'utiliser ses autres plans. Mais le couteau de Yuki poignarde son téléphone et détruit ses plans. Alors que Yuki s'approche, Nita commence à se souvenir de qui est vraiment Shu. Et quand Yuki lui dit d'abandonner, elle pointe une arme sur Yokoya, seulement pour que Yuki l'arrête et la fasse tomber. Nita commence à jacasser, disant à Yuki qu'elle sera toujours Shu, la grande. Un assassin qui clapote les vies des gens et coupe leurs membres, et dit à Yuki qu'il est impossible pour des assassins comme eux de vivre une vie normale car d'autres assassins viendront pour elle. Yuki est d'accord avec cette déclaration, disant que son ancien moi n'a rien d'autre dans sa vie que d'assassiner des gens, mais elle dit à Nita qu'elle ne prendra plus jamais la vie de quelqu'un ni ne laissera d'autres personnes mourir à cause d'elle. Yuki croit que pour son avenir, elle se battra pour ce en quoi elle croit afin d'obtenir la vie normale qu'elle a toujours voulu. Nita ne peut pas croire ce qu'elle entend, voyant le grand loup blanc Shu laisser s'échapper sa proie, et préfère sauver Yokoya à la place. Nita réalise que Yuki n'est pas une assassin parfaite, mais simplement une fille prête
à faire n'importe quoi pour ce qui lui tient vraiment à cœur. Nita sourit et commence à rire, sachant qu'elle n'a jamais eu de chance contre Yuki en premier lieu. Sur le chemin du retour, Yuki s'excuse auprès de Yokoya de l'avoir impliquée, et lui dit qu'elle est prête à disparaître juste pour lui si c'est ce qu'il veut. Au lieu de répondre, Yokoya prend sa main, et en utilisant son charisme, il lui demande de lui apprendre des techniques d'autodéfense afin qu'il puisse l'aider, ce qui fait rougir Yuki de joie, de savoir qu'il veut toujours qu'elle soit avec lui. Des jours plus tard, Yuki joue au volleyball à l'école comme si elle venait de Ekkyu. Et pendant que les garçons la dévisagent, ils ne peuvent pas croire qu'un loser comme Yokoya soit lié à elle. Yokoya est toujours hanté par l'incident précédent avec le docteur manipulateur, Nita qui l'a informé sur la vraie Yuki, qui fait partie des 9 descendants du dragon. Depuis lors, Yokoya est devenu encore plus curieux, tandis que Yuki essaie toujours de vivre normalement. Soudain, Yuki lui sourit, ce qui rend tous les garçons jaloux, mais soudain, une balle lui est lancée, et Yokoya est sauvé par Nita, dont le vrai nom est Grace. Ce qui rend les garçons encore plus jaloux de ce loser chanceux. Il s'avère que Grace fait maintenant semblant d'être une nouvelle enseignante, et tandis que cela confond vous, les spectateurs, sur la raison pour laquelle les choses se passent ainsi, Yokoya nous emmène des semaines avant que Grace ne se présente pour la première fois sous sa nouvelle identité, une professeure d'EPS qui est aussi la cousine de Yokoya. Elle explique que ce que Yokoya voit, c'est Grace sous sa véritable forme, une assassine qui se spécialise dans le renseignement, contrairement à Yuki, qui se spécialise dans les couteaux. Yuki demande à Grace de s'expliquer, et elle lui dit qu'elle ne veut plus les tuer car ce qui l'intéresse vraiment, c'est de voir la légendaire assassine, devenir l'esclave d'un loser sans énergie comme Yokoya. Grace propose une négociation entre assassins, et ses conditions pour Yuki sont que Yuki la laisse rester pour les observer, et elle ne leur fera pas de mal tout en leur offrant du pain à la sauce Katsuta illimitée pendant les 3 prochains mois. Tandis que Yokoya essaie de déchiffrer ce code entre assassins, Yuki accepte simplement son offre car il n'y a pas de code stupide entre assassins. Alors que Yokoya s'inquiète de l'accord, Yuki lui assure que lui faire du mal ne donne aucun avantage à Grace, et même s'il y en a 1000, Yuki promet de le protéger. Pendant qu'elle dit tout cela, Yokoya remarque sa salive et sait que ce qui l'intéresse, ce n'est pas lui, mais le pain tout-puissant. Revenant au présent, Yokoya rappelle à Grace qu'elle est censée observer en secret, mais Grace refuse de le faire car elle veut voir la réaction de Yuki face à son attitude amoureuse avec Yokoya. Alors que Yuki continue de jouer au volleyball, Grace s'approche encore plus, taquinant Yokoya qu'elle va dévorer son hot dog, mais pendant que Yuki regarde, elle serre la balle et la frappe avec force, presque en détruisant le mur. Alors que les autres sont sous le choc, Yuki réalise à quel point elle a frappé fort la balle, mais au lieu de se faire gronder, les filles l'entourent, l'éblouissant sur la façon dont ses services sont incroyables. Plus tard au déjeuner, Yuki exprime à quel point elle est gênée par ce qu'elle vient de faire. Et Yokoya lui demande ce qui s'est passé. Yuki révèle qu'elle se sent aliénée après avoir vu Yokoya proche d'un autre assassin, et ici, après que Grace lui ait dit, Yokoya réalise que Yuki est jalouse. Il lui assure que ses sentiments sont normaux, et elle se sent heureuse. Le week-end, chaque matin, Yuki se change d'abord en tenue de servante et va faire la lessive, mais aujourd'hui, après avoir vu à quel point les serviettes qu'elle vient de laver sont douces, elle se sent extrêmement heureuse. Comme un parent fier, Yokoya se sent heureux pour elle après avoir vu Yuki lutter pendant un mois entier à faire la lessive où elle échoue encore et encore. Maintenant, avec Yuki réussissant à faire la lessive, elle sent qu'elle commence la journée de manière brillante. Elle continue alors à faire ses tâches. Et quand vient l'heure du dîner, Yokoya l'informe qu'ils n'ont qu'un chou. Elle imagine le chou haché et servi avec de la sauce katsu, mais Yokoya a une meilleure idée. Il va acheter des côtelettes de porc chez son vendeur habituel, qui est ravi de sa clientèle, mais à côté de lui se trouve une Yuki trop excitée, qui est presque aux anges en voyant la quantité de sauce katsu. Yuki demande à Yokoya s'il a déjà ressenti ce qu'elle ressent, et il lui dit qu'il a ressenti cela lorsqu'il allait au théâtre des héros. Là-bas, il était fasciné en regardant le Walmart venir et les manèges où se produire. Et après l'avoir entendu raconter cette histoire, Yuki peut en quelque sorte s'identifier. Yuki observe alors avec émerveillement le vieil homme couper sa côtelette, disant à Yokoya à quel point ce vieil homme est un pro, et se demandant si ce vieil homme est John Wick déguisé avec ses talents de découpe. La grand-mère leur apprend que c'est elle et son mari qui ont créé la sauce katsu. Et après avoir entendu cela, Yuki les voit comme des dieux. Yuki les remercie car grâce à eux, Yuki, qui n'avait jamais expérimenté et apprécié la nourriture auparavant, peut maintenant savourer la nourriture au plus haut niveau grâce à leur sauce. Avec un sourire sur le visage, elle les remercie de tout cœur pour le bonheur qu'ils lui procurent.
La grand-mère dit à Yuki que la raison pour laquelle elle arrive à apprécier la sauce est parce que elle ressent la chaleur du bonheur, et après avoir entendu cela, tout ce à quoi Yuki peut penser, c'est la chaleur de Yokoya, et elle est d'accord avec le sentiment de la grand-mère. Soudain, le grand-père apparaît derrière Yuki et enlève la poussière sur son épaule. Et Yuki est surprise de voir comment ce vieux pruneau a pu se faufiler derrière elle. Mais au lieu de ressentir de la peur, elle est maintenant convaincue que John Wick est maintenant un vieux homme qui vend des couplets de porc. La grand-mère leur propose alors de goûter sa nouvelle recette de sauce. Et comme un chat avec du poisson, Yuki est excitée d'en avoir un échantillon. Elle prend une cuillerée et s'envole complètement vers les cieux. Plus tard dans la nuit, après avoir terminé le dîner, Yokoya est en conflit car pendant qu'il veut toujours en savoir plus sur les 9 descendants du dragon, il ressent aussi qu'il ne devrait pas après avoir vu à quel point Yuki est heureuse dans sa nouvelle vie. Yokoya réalise que seul Yuki peut lui parler de son passé, et bien qu'il veuille lui demander, il sait que cela lui fera mal avec la même douleur qui le fait souffrir. Il s'endort et rêve de sa mère qu'il a quittée, et malgré son envie de l'embrasser une dernière fois, elle ne l'a jamais pris dans ses bras. Yokoya se réveille en larmes, en serrant Yuki dans ses bras, et tandis qu'elle explique qu'elle l'a surpris. Dans son sommeil, Yokoya glisse vers ses puddings et s'excuse rapidement, sachant que Yokoya rêve des seins de sa maman. Yuki lui propose de s'allonger à nouveau sur ses genoux, mais soudain, le téléphone de Yokoya tombe. Et lorsqu'Yuki le ramasse, elle voit que Yokoya est curieux de son passé. Yuki avoue qu'elle-même ne sait pas ce qu'est la 9e progéniture du dragon, lorsqu'elle était une assassin. Elle n'a fait que suivre les ordres de son maître, et n'a pas rejoint l'organisation. Malgré des rencontres avec certains membres, Yuki ne connaît pas leur nom car elle ne se soucie que de sa mission et de décevoir son maître. À cause de son passé, elle a encore du mal à s'habituer à cette vie belle et apaisante, pensant vivre un rêve chaleureux. Mais chaque fois qu'elle voit Yokoya, elle se souvient que ce qu'elle veut, c'est être une fille normale. Yokoya lui dit qu'il ressent la même chose, car après ce qui s'est passé avec Nita, il veut aussi en savoir plus sur elle et l'aider à atteindre son objectif. Yuki lui sourit chaleureusement, et Yokoya commence à rougir. Mais après avoir entendu que Yokoya veut mieux la connaître, Yuki accepte de révéler plus sur elle. Elle lui dit que la raison pour laquelle elle aime qu'il s'allonge sur ses genoux, c'est parce que la première fois qu'ils l'ont fait, elle a ressenti que pour la première fois, elle aidait vraiment quelqu'un. Elle lui dit donc que chaque fois qu'il a des cauchemars, ses genoux lui sont toujours ouverts. Pour égaliser son geste, Yokoya révèle alors que le rêve qu'il avait n'était pas un cauchemar. Mais au contraire, c'était un rêve plein d'espoir alors qu'il voyait Yuki prendre la chaleur qui lui manquait de sa mère. Comme n'importe quel autre jour, Yuki commence sa journée en se réveillant, s'habillant et commençant ses tâches. Elle fait la lessive dont elle est fière après avoir eu du mal au début. Elle fait la vaisselle, joue avec le chien, et continue sa journée comme d'habitude. Dans l'après-midi, Yuki va au marché pour acheter des provisions et chaque gars qu'elle croise la dévisage. Pendant ses courses, un petit garçon parle à Yuki et la complimente sur sa beauté. Mais le petit connard parle trop et lui dit que son costume de servante n'est pas quelque chose qu'une fille normale porterait. Ça choque Yuki, et quand elle rencontre Yokoya qui vient d'acheter des livres, elle lui demande si ce que le petit imbécile a dit est vrai. À cause de ses inquiétudes, Yokoya emmène Yuki faire du shopping, mais après leur arrivée, Riko et Grace les attendent. Yokoya demande pourquoi ces deux bonnes à rien sont ici, et pendant que Riko vient là volontairement pour aider son frère à choisir des vêtements, Grace révèle qu'elle a piraté son téléphone et veut voir Yuki en nouveaux vêtements. Riko demande à Grace si elle est aussi une assassin, mais au lieu de répondre, Grace la prend dans ses bras, ce qui inquiète Yokoya. Mais au lieu de s'étouffer, Riko commence à renifler l'odeur de ses seins laiteux. Riko suggère qu'ils aillent dans un certain magasin, et tandis que Yokoya s'attend à des vêtements moins tape à l'œil, Yuki essaie des vêtements de maid encore plus audacieux. Alors que Riko commence à prendre des photos de Yuki pour son propre usage, Yokoya la gronde de les avoir amenés dans ce magasin. Soudain, Grace suggère un autre magasin, et tandis que Yokoya ne pense pas que cela puisse devenir pire, cela devient pire car Yuki a maintenant l'air de coûter 5 $ de l'heure. Il commence à essayer plus de vêtements, certains jolis et d'autres faisant craquer tous les hommes. Il demande l'avis de Yokoya, et quand il suggère une robe blanche une pièce, Grace l'appelle un dégénéré du placard qui aime se soulager sous la couverture. Après cela, ils réussissent à survivre et à faire du shopping pour des vêtements. Avec Halloween qui approche, Riko les encourage à prendre des costumes aussi. Alors ils essaient des costumes de sorcière ou de policier, n'importe quel homme aimerait se faire arrêter par. Yokoya remarque une affiche de film d'horreur et exprime à quel point il est fan. Grace et Riko suggèrent qu'ils devraient le regarder, mais Yuki semble confus quant à ce dont il parle. Yokoya lui demande si elle n'est jamais allée au cinéma auparavant, et Yuki déclare qu'elle y est allée, mais au lieu de regarder,
elle y était toujours pour une mission d'assassinat. Ils vont ensuite regarder le film, mais même si Yuki était une ancienne assassine de classe mondiale qui a mis fin aux vies des gens à gauche et à droite, la vue des zombies la terrifie. Après le film, ils essaient de la calmer, en disant que ses compétences d'assassinat gagneraient facilement contre les zombies, mais Yuki continue de s'inquiéter, affirmant que l'idée d'un cadavre puant qui marche la dégoûte, et que leur bouche qui a l'air clapée a besoin d'un tic-tac. Ici, Yokoya réalise que la façon dont Yuki voit les choses est, à travers le prisme de ses expériences de vie passées en tant qu'assassin. Ensuite, ils achètent des friandises et les dégustent ensemble en tant que groupe de gens amusants. Juste à ce moment-là, une fille aux cheveux roses, Neka, les regarde avec envie, désirant aussi s'amuser. Mais son professeur, Taki, la gronde pour être trop négligente, affirmant qu'elle doit faire attention. Puis, alors que Grace rentre chez elle, Yokoya dit à Yuki de rentrer chez elle en premier pendant qu'il ramène Riko chez elle. Cependant, Yuki prend un détour et s'admire dans ses nouveaux vêtements, mais ensuite, elle se remémore encore sa tenue de servante. Dans une pièce, après un moment de réflexion, elle remet le costume de femme de ménage et va jouer avec Mochi. Cependant, elle réalise qu'en passant toute la journée à faire du shopping, elle n'a pas fait la lessive. Elle voit la serviette sale de Mochi et veut la nettoyer. Mais Mochi refuse et s'enfuit avec. Puis, l'électricité se coupe, et l'éclairage extérieur rappelle à Yuki le film de zombies qu'elle vient de regarder. Pendant ce temps, avec sa serviette dans la bouche, Mochi heurte accidentellement une table, laissant tomber de la nourriture sur sa tête. Le bruit surprend Yuki, et, effrayée, elle va enquêter. Un créature au look effrayant sort de l'enfer, et avec un couteau à la main. Yuki découpe la serviette de Mochi. Puis, Mochi commence à pleurer à propos de sa serviette, et pendant que Yuki promet de les réparer, Yokoya doute d'elle après avoir vu à quel point la serviette est détruite. Elle promet qu'elle le fera, et Yokoya la croit, lui donnant son soutien. Il remarque qu'elle est revenue à la tenue de servante, et lui demande si elle déteste les vêtements qu'elle a achetés. Alors que Yuki déclare qu'elle adore les nouveaux vêtements qu'elle a achetés, son ancien costume de servante est un cadeau de son défunt maître, qui croyait, dans son rêve de vouloir être une fille normale. Son costume de soubrette est la seule chose que Yuki a qui lui rappelle son ancien maître, et elle demande à Yokoya si elle peut continuer à le porter, malgré le fait qu'elle ne ressemble pas à une fille normale. Avec son charisme impeccable et séduisant, Yokoya dit à Yuki qu'il n'y a rien de bizarre chez elle, même si elle a peur des zombies, en tant qu'assassin, ou même si elle veut porter ce qu'elle aime tous les jours, sa tenue de soubrette. Yokoya lui assure que même les personnes les plus normales ont des choses étranges qu'elles aiment, et que la meilleure chose que Yuki puisse faire est d'être elle-même. Yuki se sent heureuse et réconfortée après avoir entendu cela, et Mochi aboie en accord. Yokoya le soulève et remarque que la serviette est la même que celle dans laquelle ils l'ont trouvée. Il soupçonne que Mochi aime la serviette parce qu'elle a l'odeur de ses parents. Et après avoir entendu cela, Yuki insiste pour qu'elle répare la tour de Mochi au plus vite. Yuki déclare que, tout comme la serviette rappelle à Mochi ses parents, Yuki a la cloche qui lui rappelle sa sœur. Cela surprend Yokoya d'entendre cela car il ne peut pas croire qu'il y ait une autre maid assassin avec des joues aussi rondes que celles de Yuki. Des jours plus tard, alors qu'ils mangent des ramen ensemble, Yokoya demande à Grace où se trouve la sœur de Yuki, mais elle dit qu'elle ne sait pas et indique seulement la cloche de Yuki et son nom de famille, Oa. Quand Yokoya essaie de parler davantage, Grace l'arrête et commence à dévorer son ramen, disant à Yokoya qu'il ne devrait jamais la déranger pendant qu'elle mange. Étant étrangère, Grace aime et apprécie le ramen comme une culture japonaise. Mais quand elle voit Yuki noyer le ramen dans de la sauce katsuta, elle commence à s'agiter, la menaçant de l'étouffer avec la sauce pour avoir manqué de respect au ramen, mais Yuki se contente de savourer le ramen sans se soucier. Plus tard, elles vont acheter plus de sauce après que Yuki en ait manqué, mais à son désespoir, le commerçant l'informe qu'ils n'ont plus de sauce et qu'elle sera disponible la semaine prochaine, ce qui lui fait mal au plus profond de son être. Avec sa sauce étant limitée, Yuki prévoit de l'utiliser avec parcimonie, mais en la voyant triste, Yokoya veut l'encourager. Il demande à Yuki ce qu'elle se souvient de sa sœur, mais Yuki lui dit tristement que, à cause de son passé, elle ne se souvient pas de à quoi ressemble sa sœur ou ses parents. Tout ce dont elle se souvient, ce sont les cloches que sa mère lui a données et à sa sœur, et elle espère que sa sœur reconnaîtra la cloche qu'elle porte quand elles se rencontreront. Mais après 10 ans, elles ne se sont pas rencontrées, et elle a peur que sa sœur la déteste parce qu'elle pense que Yuki l'a abandonnée. Cependant, Yuki déclare que si sa sœur vit une bonne vie, elle est heureuse et ne se soucie pas de ne jamais se rencontrer. Soudain, deux des amis de Yokoya, Taiga et Kobati, font leur apparition et montrent leur jalousie envers Yokoya d'avoir une cousine épaisse et plantureuse de l'Alabama. Taiga montre à Yokoya son nouveau CD, mettant en vedette un artiste qui se produira au Festival Katsuta, et Kobati gronde Yokoya pour ne plus traîner avec eux, mais plutôt pour s'occuper à secouer les seins de Yuki.
Cependant, Taiga remercie Yuki d'être là car sa présence rend Yokoya plus heureux. Les garçons commencent à dévoiler le passé de Yokoya pour être edgy et un byo-tsunai, qui agit comme s'il était un personnage d'anime qui bague-bas-bas-bas au quotidien, quand en réalité, Yokoya ne peut pas mouiller son cornichon. Yokoya en a assez et couvre la bouche de Taiga, mais cela lui fait laisser tomber son CD. Mais avant qu'il ne tombe, Yuki mange son sac pour le sauver, ce qui fait glisser son Katsuta, et se renverser dans la rue pendant que Yuki regarde avec douleur. Cette nuit-là, Yuki fait un cauchemar où la sauce de Katsuta lui dit qu'il la déteste. Et préfère glacer la sauce ailleurs plutôt que sur ses 12 joues. Elle se réveille traumatisée, et quand Yokoya entre, elle lui dit que sans la sauce, sa vie n'a aucun sens. Après avoir raconté à Yokoya son rêve où la sauce de Katsuta l'a trompée, elle lui dit qu'elle a fait un autre rêve, mais ne termine pas sa phrase. Après plusieurs jours du même cauchemar, elle va dans la chambre de Yokoya et lui demande de dormir avec elle. Et pendant que Yokoya espérait d'abord quelques câlins, il lui dit qu'il doit étudier et ne peut l'accompagner que pour dormir. Après s'être calmé, Yuki souligne à quel point Yokoya est vraiment une belle personne. Et tout en étant gênée, Yokoya se demande pourquoi elle dit cela. Soudain, elle demande à Yokoya s'il déteste un jour quelqu'un, et Yokoya avoue qu'après certains incidents dans son passé, il déteste son propre père. Après avoir entendu cela, Yuki voit son propre passé, sa sœur et les cloches. Elle se sent mal à l'aise et retourne rapidement dans sa chambre, laissant Yokoya inquiet. Dans ses cauchemars, non seulement le sauce la trahit, mais il commence à taquiner Yuki, pour avoir abandonné sa sœur et être haï par tout le monde. Car tout ce pourquoi elle est bonne, c'est pour assassiner des gens. La sauce continue de jacasser et pointe Yokoya et sa sœur, disant qu'il déteste secrètement Yuki dans son dos. Soudain, la sauce ramène Yuki à son passé, quand elle était une petite prodige, populaire, qui parle 15 langues et a une mémoire photographique. Cependant, malgré toute l'attention sous les projecteurs, tout ce qui comptait pour Yuki, c'était de rendre ses parents fiers. Lors d'un de ses anniversaires, la famille profitait de sa célébration. Mais la sonnette retentit et quand ses parents vont ouvrir, le monde entier de Yuki s'effondre. Il se retourne pour un regard, mais sans rien dire à Yuki, il continue à marcher vers l'obscurité, laissant Yuki et sa sœur derrière eux. Les parents ont été assassinés par des tueurs qui voulaient kidnapper Yuki pour ses talents. À partir de ce moment-là, les sentiments de Yuki sont engourdis, et ils l'ont transformé en assassin, effaçant lentement ses émotions et les échangeant contre des compétences. Le cœur froid de Yuki a poussé sa sœur à la haïr, mais elle a continué. Soudain, son ancien maître apparaît, voulant la ramener en arrière, mais avant que cela n'arrive, Yokoya la réveille de son cauchemar. Yokoya dit à Yuki qu'il s'inquiète pour elle, et sans hésiter, Yuki le prend dans ses bras et l'attire dans son lit. Yokoya commence à avoir des frissons à cause de cela. Développement, mais elle lui demande de rester comme ça. Yokoya sent à quel point elle s'accroche à lui, et il sait qu'elle a vécu un autre cauchemar, et Yuki avoue que c'était un souvenir de son passé sombre. Pour la calmer, Yokoya lui tape dans le dos, en disant que ça ressemble à un battement de cœur réconfortant. Et pendant que Yokoya continue de la tapoter, elle s'endort lentement, au rythme apaisant du cœur de Yokoya. Le lendemain, après avoir découvert que Yuki ne sait pas ce qu'est le festival Katsuta, Taiga explique que le festival consiste en la culture, le sport et la musique. Des festivals, où les classes participent et avec le gagnant, recevant une sauce Katsuta spéciale. Après avoir entendu cela, Yuki commence à baver, voulant gagner, mais on lui dit qu'elle doit gagner chaque festival tout en ayant une bonne note. Yuki montre sa mauvaise note de chien sur le test, pensant que c'est suffisant, mais Yokoya l'informe qu'elle doit obtenir la moyenne, qui est de 60 points pour participer. Yuki commence à paniquer avec sa faible note, mais les garçons la calment, disant qu'elle doit bien réussir les examens pratiques, alors Yuki se concentre là-dessus. À l'heure du déjeuner, Grace remet à Yuki son sandwich Katsuta dans le cadre de leur accord, et quand Yuki la remercie, elle se sent en conflit à ce sujet et leur dit de dégager. Yokoya commence à parler du désir de Yuki de participer au festival de Katsuta. Et après avoir entendu cela, Grace voit son opportunité. Elle montre à Yuki une copie d'examen sans nom dessus, et lui dit qu'elle sait que Yuki est celle qui a oublié de mettre son nom. Là, Yuki réalise qu'elle a oublié de mettre son nom, et Grace lui dit que sans son nom, Yuki échoue automatiquement à l'examen. Yuki essaie de négocier, mais Grace lui dit qu'elle peut mettre son nom tant que elle arrête d'apporter de la sauce Katsuta dans les ramen, ce que Yuki aime faire. Soudain, un éclair rose passe derrière Grace, et quand elle regarde à nouveau la feuille, le nom de Yuki y est inscrit. Alors que Yuki tente d'expliquer à Grace ce qui s'est passé, Yokoya lui dit de se taire et de laisser faire. Grace s'en va comme une mauvaise perdante, et tandis que Yokoya ignore ce qui s'est passé, derrière eux,
une fille aux cheveux roses, Naka, les a aidés. Cependant, Yuki l'interpelle pour la remercier, révélant qu'elle l'a vu fendre les airs à toute vitesse. Alors que Naka panique après avoir été surprise, elle prend son courage à deux mains et dit au couple qu'elle sait comment gagner le festival Katsuta. Le lendemain dans son dojo, Naka entraîne des ninjas, faisant d'eux ses tirés-bas, 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 tirés-bas. Mais lorsqu'elle glisse, son frère, Tatsu, la rattrape. Il rappelle à Naka qui ils sont et la fierté que leur famille porte avant de partir. Ce qui fait que Naka se sent mal d'avoir déçu, mais à son insu, Tatsu est en réalité inquiet pour son joli visage après sa chute. Pendant ce temps, l'école a commencé le festival, et il annonce que la compétition de classe sera des flics et des voleurs. Il a été décidé que Tatsu sera le flic tandis que tous les autres élèves seront des voleurs, mais dans leur rapport, ils soupçonnent Yuki, qui se fait passer pour la cousine de Yokoya, de cacher quelque chose, et Tatsu la soupçonne d'être une ennemie de sa famille. Alors, il décide de l'observer de près. Pendant ce temps, la classe de Yokoya organise un café animalier comme thème pour le festival, et en coulisses, Naka se confie à Yokoya sur ses sentiments et comment elle veut réussir dans le match de flic et voleur contre son frère, afin qu'il puisse enfin la reconnaître pour sa force. Cependant, elle est terrifiée par l'aura de Yuki. Mais Yokoya lui assure qu'ils vont bien s'en sortir. Juste à ce moment-là, une énorme bouteille Katsuta entre, presque faisant crier Yua, mais ils savent que c'est un costume avec Terika à l'intérieur. Il se sent confiant de gagner le match de flic et voleur avec Yuki et Naka comme coéquipiers, mais il doute un peu de Naka pour. Ayant l'air faible, elle leur assure qu'elle est une coureuse rapide. Yuki les encourage tous, disant qu'avec elle dans leur équipe, ils peuvent gagner et vaincre le puissant policier Tatsu. Inconscient, Tatsu est dans le café, les écoutant discuter, et il est en colère. Après avoir entendu Yuki encourager sa sœur, Naka, à se retourner contre lui. Plus tard, ils continuent à discuter de leur plan où Taiga déclare qu'il va gagner, tout en portant le costume de bouteille Katsuta, afin que le monde le voie comme une mascotte à la télévision. Cela rappelle à Yokoya que les chaînes de télévision diffuseront cet événement, et il se demande si Yuki est d'accord pour être montré à la télévision, mais avant qu'il ait le temps de demander, Riko et Kabachi surgissent. Yokoya explique à sa sœur l'événement à venir de policiers et voleurs. Et Riko devient triste de ne pas pouvoir voir Yuki en costume de lapin au café. Pendant que les autres discutent sur le fait que le pipi de Goku est plus puissant que tout l'univers de Demon Slayer, Naka rassemble son courage et demande à Yuki si elle a des amis. Avant qu'elle ne réponde, Naka commence à paniquer et change sa question, demandant à Yuki si elle veut être son amie et Yuki lui dit doucement qu'elle adorerait faillant faire craquer Naka. Yokoya invite toutes les deux à visiter les festivals. Mais Naka doit enquêter sur quelque chose et les laisse. Elle se sent heureuse que Yuki soit maintenant son amie, se convainquant qu'elles resteront amies malgré la connaissance de sa vraie nature, et Naka se faufile comme une ninja pour écouter les règles du jeu, mais après avoir écouté, elle découvre quelque chose d'horrible. Plus tard, le jeu est sur le point de commencer, et le commentateur annonce une invitée spéciale, nommée Nazca, qui fait chavirer la foule par sa beauté. Ils expliquent les règles où Tatsu joue le rôle des policiers et pour que les voleurs gagnent. Ils doivent l'éviter pendant 15 minutes ou faire en sorte qu'un des voleurs capturés s'échappe pour gagner. Cependant, Nazca annonce une règle spéciale, et c'est que chaque classe doit porter leur thème de classe, laissant Yuki et son équipe en costume d'animaux. Naka s'excuse de ne pas leur avoir apporté d'informations, mais Yuki lui assure qu'en tant que nouvelle amie, elle est là pour l'aider, et elles vont battre son frère. Cependant, Yuki est également satisfaite de son costume alors que Yokoyep lui dit de le porter, veillant à ce que son visage ne soit pas visible par les caméras. Pendant ce temps, Tatsu est occupé à lancer un regard noir à sa mignonne sœur, se faisant du crème pour un certain complot de l'Alabama, mais quand Naka détourne le regard, il devient triste. Tatsu voit le costume de loup et réalise que c'est Yuki, et il pense en lui-même. Quelle est la raison pour laquelle sa sœur a détourné le regard de lui? Après avoir terminé les préparatifs, le jeu commence, et Tatsu fonce à travers le terrain, nettoyant la maison et envoyant des gens dans sa prison comme s'ils ne sont rien, ne laissant personne d'autre que le trio animal. Taya, dans son costume de chat, commence à balancer des insultes, disant que la ligne de cheveux de Tatsu est plus grande qu'un aérodrome, mais il se fait aussi envoyer valser par Tatsu qui a les yeux rivés sur une personne, Yuki. Il fonce droit sur la jugulaire de Yuki et la soulève pour la jeter dans sa prison. Mais Yuki parvient à s'accrocher en utilisant sa force de préhension, se empêchant de s'envoler. En voyant cela, Naka réfléchit sérieusement à ce qu'elle doit faire, et après avoir souvenu que Yuki est maintenant son ami, elle puise dans le pouvoir de l'amitié, utilise ses compétences de ninja, déploie des bombes, et échange sa place avec Yuki comme un vrai Sisu. Tatsu n'arrive pas à croire qu'il vient de lancer les joues sucrées de sa sœur dans le ciel, et elle finit par se faire arrêter.
Il ne reste que Yuki comme seule survivante, mais après avoir vu le sacrifice de Naka, elle se souvient comment Yokoya lui a appris que les amis sont la famille que l'on rencontre en chemin. Yokoya révèle qu'il était autrefois un loser qui voulait mettre fin à sa propre vie. Mais grâce à ses amis Tega et Kobachi, sa vie a changé et il souhaite un jour leur rendre l'appareil. Yuki a l'intention de faire de même pour Naka qui l'a aidé, voulant gagner le jeu pendant que Tatsu se tord les joues, se torturant l'esprit sur ce qu'il vient de faire. Yuki élabore ses stratégies, ne voulant pas que la caméra filme son visage tout en devant lutter contre le puissant Tatsu pour gagner le combat. Ils commencent à se battre, provoquant un tourbillon autour d'eux, montrant que l'un ou l'autre peut facilement vaincre Gojo et Sukuna. Tatsu commence à parler de la façon dont Yuki fait semblant d'être l'amie de Naka malgré le fait qu'elle ne sache pas la douleur qu'elle a endurée dans son passé, mais après avoir entendu cela, Yuki projette Tatsu au sol et court droit vers Naka. Avec une meilleure compréhension de ce qu'est une amie, Yuki prend Naka par la main, lui dit qu'elle la comprend un peu mieux maintenant, et lui demande à nouveau si elle peut être son amie. Naka commence à enlever ses chaussettes, et avant que Tatsu ne puisse arrêter Yuki, le sifflet retentit pour signaler la fin du jeu. Yokoya pense que sa classe a gagné, mais Rika souligne qu'au moment où le sifflet est soufflé, Yuki et Naka sont toutes deux en prison, ce qui signifie que Tatsu a gagné la bataille puisque Yuki s'est elle-même enfuie vers la prison. Ne comprenant pas les règles, Yuki est choqué et perdu face au résultat. Mais après sa performance, l'équipe de télévision et le commentateur veulent l'interviewer. Naka réalise ce qui est en jeu, alors elle crée un autre écran de fumée autour de la zone. Et quand Tatsu soulève le costume de loup, Tadaga est dedans tandis que Yuki est maintenant dans le costume de Katsura. Yokoya et les autres l'emportent rapidement de la foule, l'empêchant d'être trouvé. Ensuite, Yuki déclare à nouveau son amitié avec Naka, mais Tatsu arrive pour dire à Naka de rentrer chez elle. Quand Tatsu voit Yuki, il se sent menacé qu'elle prenne les douces joues de sa sœur avant lui, tandis que Yuki elle-même est confuse sur ce qui se passe. Il dit à Yuki de s'éloigner des joues de sa sœur avant de partir, mais Yuki dit à Naka qu'elle a hâte de la revoir à l'école, les rendant toutes deux heureuses. Plus tard dans la nuit, Yokoya trouve Yuki sur le toit. Il lui demande si elle se sent abattue d'avoir perdu. Elle admet que, bien qu'au début elle s'inquiétait de gagner pendant le festival, à la fin, tout ce qu'elle ressent, ce sont des papillons dans le ventre. Yokoya souligne que ce qu'elle ressent, c'est de l'excitation et ici, Yuki apprend qu'elle peut ressentir le plaisir des choses. Yuki ne veut pas que le festival se termine, mais Yokoya lui dit qu'ils ont encore le festival de l'année prochaine où ils pourront affronter Tatsu à nouveau. Yuki est ravi d'entendre cela et pense que, contrairement à sa vieille vie en tant qu'assassin, où demain n'est jamais garanti, dans cette nouvelle vie qui est la sienne, elle peut apprécier les petites choses et attendre demain. Des jours plus tard, Naka vient rendre visite à la maison de Yokoya pour montrer ses compétences en lancer de couteau. Et bien qu'il la félicite pour cela, elle ne se sent pas spéciale car son frère Tatsu est encore meilleur qu'elle. Naka exprime qu'elle n'aime pas ses pouvoirs de ninja et préfère vivre comme une fille normale, et après avoir entendu cela, Yuki déclare qu'elle peut comprendre. Toutes les deux se rapprochent grâce à ce sentiment similaire de vouloir être normale. Et quand Yui lui dit qu'elle devrait parler davantage, Naka se sent heureuse de la suggestion. Juste à ce moment-là, Grace apparaît et taquine Yokoya, disant qu'avec Naka incluse, son nombre de mères d'enfants a augmenté, mais Yokoya lui dit qu'elle parle sans sens. Soudain, le couteau de Grace transperce le sucette de Grace, et pendant que Yuki s'excuse pour cela, elles savent toutes qu'elle est jalouse. Après avoir vu à quel point Grace est calme face au couteau, Naka lui demande si elle est comme elle, et Grace informe Naka que non seulement elle est une assassine, mais elle sait aussi que Naka est une ninja faisant partie de la famille Ikage, ce qui la surprend. Ensuite, Yokoya demande à Grace pourquoi elle est ici, et Grace leur informe qu'elle va rater Noël car elle va mener une mission en Chine. Elle ajoute qu'elle pourrait rencontrer l'ancienne organisation de Yuki, et peut-être même obtenir des informations sur sa sœur. Avant que Grace ne parte, elle dit à Yokoya de farcir Yuki comme on farcirait une dinde pour Noël, et il refuse de faire ça. Cependant, après avoir entendu ce que Grace a dit, Naka leur demande s'ils sortent ensemble, disant que bien qu'ils soient cousins, ils feront de beaux bébés de l'Alabama. Alors que Yokoya essaie de clarifier le malentendu sur le fait qu'ils soient cousins et qu'ils sortent ensemble, Yuki reste silencieuse en réalisant quelque chose. Elle exprime ses sentiments sur le fait qu'avant, elle devait seulement se soucier d'elle-même, mais maintenant, avec Yokoya et d'autres dans la vie, elle a plus de gens à protéger, ce qui la rend heureuse. Cela fait réagir à la fois Yokoya et Naka en entendant cela, mais Yokoya pense en lui-même que Yuki ne le voit pas de manière romantique, et l'aime seulement comme un membre de la famille. Juste à ce moment-là, la neige commence à tomber,
et tandis qu'ils sont heureux, Yokoya reçoit un message de son père merdique, lui disant que Yokoya sera de retour pour la nouvelle année. Le lendemain, la cour est pleine de neige, et après que Mochi saute le premier dans la neige, Yokoya se joint à l'amusement. Il fait un joli bonhomme de neige, et Yuki exprime qu'elle veut en faire un aussi. Mais le sien finit par avoir l'air dérangé comme toi. Cependant, Yokoya sort son skibidiri et dit à Yuki que on dirait un Picasso, la félicitant pour ses efforts. Il se sourit, savourant le moment, mais Mochi intervient. Comme un trouble fait et détruit le bonhomme de neige de Yuki. Cela laisse Yuki dévastée, voulant le réparer, mais lorsque Yokoya lui dit que c'est inutile, elle devient dépressive. Soudain, le téléphone de Yokoya sonne et lorsqu'il répond, c'est son père. Pendant l'appel, Yuki voit le visage angoissé de Yokoya, et il lui demande de garder la maison car il va chez ses parents, mais avant qu'il parte, Yuki lui demande de la retrouver après sa visite. Ce soir-là, Yokoya rentre chez lui après maison familiale quand il voit une agitation en public. Lorsqu'il voit de quoi il s'agit, il est accueilli par Yuki dans une tenue décontractée qui pourrait faire plier n'importe quel homme pour elle. Yuki met son écharpe autour de son cou, voulant qu'il reste au chaud, et elle tient sa main, demandant à Yokoya de sortir avec elle. Il commence à hésiter et demande à Yuki pourquoi elle veut un rendez-vous, et elle révèle que Riko l'a suggéré, mais Yuki veut aussi le remonter le moral avec un rendez-vous. Elle exprime à quel point elle se sent insatisfaite si Yokoya se sent triste, et après avoir entendu cela, Yokoya cède complètement, acceptant un rendez-vous. Puis, tout en se tenant la main, il se promène, mais dans son esprit, Yokoya tente de refouler son désir, voyant Yuki comme un bébé dans un corps dodu. À ce moment-là, il voit qu'il recommence à neiger, et Yokoya exprime à quel point il apprécie le spectacle de la neige et des lumières de Noël combinées. Il dit à Yuki combien il aime la neige, et Yuki se met à rire, disant qu'elle aime l'entendre dire ça, car son prénom, Yuki, signifie neige. Le cœur de Yokoya bat plus vite que le mien en regardant les plus grands succès de Johnny Sin, et Yokoya commence à paniquer face aux sentiments qu'il éprouve. Quelques heures auparavant, Yuki est au téléphone avec Riko, qui lui dit quoi mettre pour le rendez-vous. Riko suggère que, Yokoya étant un type dépravé, Yuki devrait porter quelque chose de courbé et montrer son épaisse silhouette tout en restant classe. Ils vont et viennent avec les suggestions avec Riko, désireuse que Yokoya tape les fesses de Yuki pour qu'elle puisse devenir la future belle-sœur de Riko. Plus tard, après le rendez-vous, Yokoya confronte Riko au sujet du rendez-vous et lui demande si elle pense que Yuki a des sentiments romantiques pour lui. Elle lui dit qu'il y a des chances que Yuki ne le sache pas encore, alors elle suggère qu'il joue à un questionnaire amoureux sur son téléphone. Bien que Yokoya pense que c'est une totale arnaque, Riko le convainc, en disant que son ami a commencé à sortir avec son crush après avoir passé le test. Puis elle commence à lui poser des questions, en commençant par si Yokoya avait des attirances physiques. Contact, jusqu'à ce que Yokoya ait craqué une grosse à la conspiration de Yuki la nuit. Et à chaque question, Yokoya répond oui, réalisant lentement qu'il est compatible avec Yuki. Cependant, à la dernière question, Riko lui demande si Yuki a déjà exprimé combien elle aime Yokoya. Et tandis qu'il se rappelle du rendez-vous, il lui dit non. Cela lui donne un score de 96. Et tandis que Riko est convaincu que Yokoya va commencer à faire sa semence dans Yuki, Yokoya s'inquiète des autres 4%. Juste à ce moment-là, Yuki apparaît. Et pendant que Yokoya est sur le bord autour d'elle après les questions, Riko suggère qu'elle devrait aussi passer le test. Elle commence à poser des questions à Yuki. Et à chacune d'elles, Yuki répond oui. Et avec chaque réponse, Yokoya se plie un peu plus. À la question finale, contrairement à Yokoya, Yuki répond que Yokoya a dit à Yuki qu'il l'aimait. Et cela provoque la panique chez Yokoya et la gloire chez Riko, sachant qu'elle va devenir tante des enfants de Yuki. Ensuite, ils mangent un plat chaud ensemble, et Riko commence à jacasser sur comme dans le. Yokoya avait l'habitude de mettre le désordre dans la maison pour énerver son père. Yokoya dit à Riko de se taire, ne voulant pas que son passé embarrassant en tant qu'enfant gâté soit exposé à Yuki. Il veut punir Riko, alors il commence à la frapper sous le kotatsu. Mais à sa confusion, Riko ne réagit pas. Yokoya continue de la frapper encore et encore, mais quand il regarde sous le kotatsu, il réalise qu'il a frappé Yuki. Ils réalisent tous les deux cette embarrassante erreur, et quand Riko leur demande ce qui se passe, ils refusent tous les deux d'élaborer. Riko souligne qu'ils sont comme un mignon couple gardant des secrets, et tous deux se replient en entendant cela. Après ce qui s'est passé pendant leur rendez-vous, Yokoya rêve encore de cela et d'un passé qu'il avait oublié. Il a un jour avoué son amour à une fille, mais elle l'a rejeté, en disant que Yokoya ne l'aimait pas vraiment. Mais il était juste seul avec lui-même, ce qui a traumatisé Yokoya avec le concept d'amour. Il se réveille alors avec Yuki à ses côtés, et quand il essaie de sortir discrètement, elle se réveille. Mais il sort pour se calmer.
Yokoya ne peut contenir ses sentiments pour elle, s'en voulant d'avoir laissé Yuki dormir avec elle à cause de ses cauchemars, ce qui l'empêche de dormir. Yuki intervient, voulant le calmer. Mais Yokoya lui donne une excuse disant qu'ils doivent nettoyer, une excuse qu'il sait lui-même être bidon. Il se lave le visage, reconnaissant ses sentiments pour Yuki. Mais à cause de son passé, il ne veut pas avouer par peur que Yuki parte. Plus tard, Yuki nettoie la maison comme une pro, et quand elle lave le sol, elle se sent motivée à faire mieux que la dernière fois. Cependant, Mochi voit sa chance et gâche tout pour elle, la mouillant. Elle s'excuse mais Yokoya sait que Mochi a fait ça, alors il le gronde pour cela. À ce moment-là, Yuki retire sa couche extérieure, et lorsque Yokoya voit la dentelle noire qu'elle porte en dessous, son cœur s'emballe et son glizy doré se tend au garde à vous. Il s'enfuit pour se calmer, réalisant qu'il se plie à chacun de ses mouvements, mais hésite toujours à lui avouer ses sentiments. En sortant, il voit Yuki à genoux, prête à lui caresser la tête sur son doux et tendre « snou snou ». Il commence à paniquer en voyant son sourire innocent et lumineux. Alors il lui dit qu'il se sent gêné de s'allonger sur ses cuisses. Cela attriste Yuki, qui pense que Yokoya est fatiguée d'elle, et elle se met soudainement à pleurer à cause de son sentiment d'échec. Yuki essaie de contrôler ses yeux, mais elle ne peut pas car elle n'a jamais pleuré auparavant, ce qui la confond. Yokoya ressent le poids de sa culpabilité et change rapidement de sujet en lui suggérant de prendre un bain pour éviter d'être malade. Yuki se dirige vers la salle de bain, et Yokoya réalise qu'il a fait le pire choix pour gérer ses larmes. Pendant des jours, Yuki pleure pour tout. Elle pleure pour le chien, pour des chats qui se battent, et pour des feuilles qui meurent. Même si ce n'est pas de sa faute, mais Yokoya ne sait pas quoi faire. La nuit, elle continue de dormir avec lui, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et cela se produit jusqu'au nouvel an. Puis, Yuki va chercher Yokoya et trouve à la place une note de sa part, disant qu'il s'absente un moment. Elle promène ensuite le chien tout en faisant des courses, mais quand elle arrive à son marché habituel, tous les magasins sont fermés à cause du nouvel an. Elle se rend ensuite au supermarché où elle commence à paniquer, ne sachant pas quoi faire car elle n'y est jamais allée auparavant. Elle aperçoit un boucher qui propose du rôti de bœuf, et elle l'achète pour le dîner. Chez elle, elle retrouve Yokoya qui prépare des okonomiyaki, et il lui présente du rôti de bœuf qu'il a acheté. Cela la fait pleurer car maintenant ils ont trop de rôti de bœuf. Ils finissent par tout manger, et quand Yuki prend une bouchée du katsudon sauce, elle pleure à nouveau à cause de la saveur. Cette nuit-là, il dort sur le canapé, se disant qu'il doit se ressaisir, car son père rentrera demain. Plus tard, pendant que Yokoya dort, Yuki lui met une couverture. Le lendemain matin, Riko se lève pour leur célébration du nouvel an. Mais comme Yokoya ne peut pas se réveiller, cela ruine les plans de Riko. Yuki se demande de quoi elle parle, et quand Riko l'informe que c'est l'anniversaire de Yokoya, Yuki commence à pleurer par culpabilité. Cela choque Riko qui ne l'avait jamais vu pleurer, et Yuki pense que ses yeux sont juste cassés. Yuki pense qu'il vaut mieux qu'elle reste chez elle, et Riko comprend. Plus tard, Yuki trouve le téléphone de Yokoya et un message de Naka arrive, qui les invite à visiter le sanctuaire et Yuki veut y aller. Sans Yokoya, Yuki apparaît au sanctuaire pour rencontrer Naka, ayant l'air d'une totale mignonne. Yuki informe Naka qu'elle n'est pas familière avec les visites de sanctuaire, et Naka agit comme son guide. Il commence par prendre des fortunes, et tandis que Naka est heureuse, elle peut partager ce souvenir avec Yuki. Elle pleure encore, alors Naka la fait s'asseoir quelque part. Dans la fortune de Yuki, il est dit qu'elle va perdre quelque chose, et elle suppose qu'elle va se séparer de Yokoya. Elle se confie à Naka sur la façon dont Yokoya a été distant avec elle, et cela fait peur à Yuki. De penser qu'un jour, Yokoya n'aura plus besoin d'elle. Yuki exprime qu'elle ne peut pas arrêter ses larmes. L'idée que Yokoya la déteste et va la quitter. Pour la calmer, Naka dit à Yuki qu'elle ne peut parfois pas s'empêcher de pleurer aussi. Naka commence à raconter des conneries philosophiques que sa mère gâteuse lui a dites, et que la raison pour laquelle Yuki ne peut pas arrêter de pleurer est qu'elle a accumulé sa tristesse à l'intérieur, et c'est maintenant que cette tristesse est libérée. Naka encourage Yuki à pleurer à cœur ouvert, car un jour son sourire la retrouvera. Après s'être calmés, elles font leurs vœux au dieu de l'anime. Et Yuki souhaite être toujours avec celui qu'elle aime. Pendant ce temps, le père de Nukoya est arrivé au Japon, et quand il appelle Yokoya, il ne répond pas à la vieille BCH car il est trop occupé à dormir. Entre-temps, Yuki et Naka rentrent chez elle pendant que elles discutent des cadeaux à acheter pour l'anniversaire de Yokoya. Naka demande à Yuki ce que Yokoya aime, et au début, elle pense au porc frit. Mais elle se souvient des figurines d'action qu'il avait dans sa chambre. Puis, elles vont en chercher au magasin, et là, ils trouvent le modèle exact que Yokoya a dans sa chambre. Naka l'informe que c'est un gacha, et quand Yuki lui demande comment obtenir le noir, elle dit à Yuki qu'elle doit continuer à essayer. Après une douzaine d'essais, Yuki échoue à chaque fois, et elle pleure, à cause de son échec à offrir un cadeau à Yokoya.
Juste à ce moment-là, un homme apparaît, et après avoir vu Yuki pleurer, il lui offre un conseil. Yuki accepte son offre, et l'homme commence à parler de la façon de gagner, affirmant que tu dois vouloir applaudir ton ennemi pour le vaincre. Tandis que Naka pense que ce moron est fou, Yuki accepte son conseil avec une intention ardente. Elle canalise son aura d'assassin intérieur, dit à la machine qu'elle va l'applaudir. Et après qu'elle essaie à nouveau, avec toute l'attention, elle réussit à obtenir celui qu'elle recherche. Yuki remercie l'homme pour ses conseils, et il lui dit que elle lui rappelle son fils qui pleure aussi chaque fois qu'il perd. De retour à la maison, Riko frappe Yokoya pour le réveiller, et alors qu'il rêve encore de servante crémeuse, Riko lui avertit que leur père arrive. Il voit la note que Yuki lui a laissée, et réalise qu'il n'a pas dit à Yuki que leur père revenait. Riko le gronde pour ne pas avoir parlé avec son propre colocataire, mais Yokoya lui dit que même si quelqu'un est un colocataire, cela ne garantit pas qu'il parlerait. Cela lui rappelle le passé, quand sa mère est partie chercher du lait et un nouveau papa. Mais quand Yokoya a vu son propre père, il n'a pas voulu lui parler de ses sentiments, par crainte après l'avoir vu ressembler à Kuritsu de fait. Après cela, le père a laissé Yokoya à la nourrice pendant qu'il travaillait dans d'autres pays, avec sa mère, et cela a rendu Yokoya incapable de rassembler le courage de lui parler correctement. Juste à ce moment-là, Meika lui envoie un message sur combien Yuki a perdu aujourd'hui et suggère à Yokoya de la remonter le moral. Soudain, Yuki rentre chez elle, et quand Riko l'accueille, elle voit ses yeux secs et commence à s'inquiéter pour elle. Yokoya l'affronte et lui parle du retour de son père, mais il s'arrête. Tout à coup et change de sujet, et là il réalise à quel point il est un lâche perdant pour vouloir cacher Yuki à son père. Cependant, il dit à Riko qu'il protégera Yuki, et Riko le félicite pour ses couilles qui ont enfin décidé de tomber. Juste à ce moment-là, le père arrive, et tandis que Riko saute rapidement vers lui par amour, Yokoya reste derrière, mal à l'aise. Il rassemble son courage et informe son père au sujet de Yuki, la nouvelle maid épaisse et joueuse de la maison qui a un passé sombre. Yuki apparaît, et quand le père la voit, il sait exactement qui elle est. Et un vrai nom, Su. Puis, pendant que Yokoya prépare le café, Yuki remercie le père pour son aide précédente. Yokoya se joint à la conversation, mais il ne peut que regarder les deux personnes échanger, car son père connaît Yuki et son ancien maître assassin. Le père présente ses condoléances à Yuki après la mort de son ancien maître, mais Yokoya, silencieux, les observe avec douleur et se sentant mis à l'écart car il ne connaît ni l'un ni l'autre très bien, ce qui lui rappelle le départ de sa mère. Riko pose des questions à son père sur ses connaissances concernant les assassins, et il détourne la conversation en plaisantant avec Riko pour changer de sujet. Mais Yokoya s'en rend compte, car il a toujours été victime de la technique de son père. Soudain, Yokoya réalise à quel point il a été égoïste, car en tant que personne, il n'a jamais essayé de comprendre les gens qui l'entourent à travers les mots. Puis le père annonce qu'il doit partir à nouveau, et quand Riko lui rappelle que c'est l'anniversaire de Yokoya, le père lui dit que Yokoya détestait célébrer son anniversaire. Il souhaite à Yokoya un joyeux anniversaire des plus ennuyeux et lui offre un cadeau. Alors que le père se prépare à rentrer chez lui, Yokoya se sent en conflit de ne pas lui parler correctement. Mais alors que le père et Riko sont dans la voiture, il se souvient de tout le courage que Yuki lui a montré. Alors il décide d'être brave lui-même. Il bloque la porte et demande à son père s'il peut garder Yuki avec lui, mais au lieu de répondre, le père demande à Yokoya ce qu'il veut faire. Avec le sang-froid, il annonce qu'il veut que Yuki reste, et le père approuve tout en étant fier de son fils. Yokoya se sent soulagé de pouvoir enfin parler correctement. Et tandis que Yuki veut dire quelque chose, le père appelle Yokoya. Il demande à Yokoya de donner le téléphone à Yuki, et il demande à Yuki son avis sur Yokoya. Elle lui dit que Yokoya a été incroyable pour elle, et son père, tout en étant soulagé, dit à Yuki que grâce à elle, Yokoya commence à changer pour le mieux. Après avoir entendu cela, Yuki, en larmes, demande à Yokoya de voir la vue nocturne avec elle. Et lorsqu'il accepte, Yuki pousse un cri de bonheur. Elle le prend dans ses bras, et tel un ninja, elle l'emmène sur le toit. Là, tout en profitant de la vue sur la ville, Yuki offre à Yokoya son cadeau d'anniversaire sous la forme de la figurine d'action qu'elle a accidentellement cassée. Yuki pleure pour son erreur, mais Yokoya accepte son cadeau, et dans son cœur, il décide qu'il veut lui transmettre ses sentiments correctement. Yokoya parle à Yuki de son père et de combien il l'idolâtrait, mais tout a changé lorsque sa mère est partie, et cela a changé son père pour le pire. Pendant 10 ans, Yokoya ne comprend pas son propre père et choisit de l'éviter. Mais il s'en veut de n'avoir pas essayé de réparer leur relation. Cependant, il ne souhaite pas la même chose avec Yuki. Avec sa toute-puissante servante aimante, Ri, Yokoya demande à Yuki d'être sa précieuse famille. Et tandis que Yokoya tergiverse sur ce qu'il vient de dire, Yuki est en larmes. Elle est étonnée de voir comment des larmes peuvent aussi couler de bonheur, et elle
dit à Yokoya qu'elle aimerait faire partie de sa famille. Yokoya succombe totalement à sa beauté, et avec cette occasion, il dit à Yuki qu'il l'aime. Ils restent tous deux silencieux pendant 1 minute, mais Yuki sourit et dit à Yokoya qu'elle l'aime aussi, ce qui le fait pleurer. Plus tard, Yokoya se rend dans sa chambre et tombe à genoux. Il regarde le cadeau qu'il vient de recevoir et se sent soulagé d'avoir enfin exprimé ses sentiments pour Yuki. Cependant, il réalise que Yuki l'aime comme un membre de la famille, et il pleure en réalisant qu'il ne vit pas en Alabama. Pendant ce temps, Yuki coupe du chou quand elle réalise vraiment que tout comme Yokoya qui l'aimait, elle l'aime aussi alors que son cœur bat plus vite pour son maître. Comment Sweet Maid Alabama, et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo juste ici.